Bonjour Aude Mirkovic, bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Mirkovic, venue en voisine de Lyon. Ce soir, Aude Mirkovic va nous emmener sur le thème Une famille, un des grands enjeux de notre société, et spécialement sous l'angle famille, le terreau vital pour chacun et pour la société. Alors pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas, nous voilà ensemble pour cette nouvelle soirée, c'est la quatrième du style, dans notre cycle de conférences débats Neuf fonds. Alors Yves Champilou, ici présent, et moi-même Dominique Bronner, nous travaillons ensemble avec des amis sur le cycle dans le cadre de l'association Neuf fonds basée à Clermont-Ferrand. Alors ce cycle a pour ambition d'ouvrir et de nous faire réfléchir sur des questions de fond qui s'adressent à notre société, comme et donc à chacun d'entre nous, et sous l'éclairage de la pensée sociale de l'Église, qui ouvre de vraies perspectives. Alors, que vous soyez jeune, ou que vous soyez moins jeune, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez dans tel niveau de responsabilité sociale quelle qu'elle soit, eh bien ces conférences s'adressent à vous. La condition, c'est que vous vous sentiez concerné. Alors, le diagnostic, il est facile à poser. Notre société dite développée se pose pas mal de questions et est confrontée notamment à un certain nombre de crises. Alors, si on regarde 2 ans avant cette crise des Gilets jaunes qui a démarré, et puis actuellement, cette crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Alors, 9 thèmes, 9 conférenciers, des belles personnes, et qui ont des profils très différents. Avec cette question posée, est-il excessif d'oser rêver un développement durable qui mette les personnes au centre? En tout cas, nous ne le croyons pas. Donc, je vais m'en arrêter là. Vous pourrez trouver des détails sur le site neuffonds.fr. Alors, c'est l'occasion de l'expliciter, neuffonds.fr, NEU2FONT.fr. Alors, habituellement, nos conférences se passent dans un mode présentiel. Et vous dire qu'aujourd'hui, comme vous voyez, on est dans un studio, les raisons étant qu'il y a eu des questions de normes sanitaires de dernière minute qui sont imposées à nous. Donc nous voilà dans un studio de Radio Espérance qui nous offre franchement les conditions idéales pour faire cet enregistrement. Et nous souhaitons, Sylvie et Laurent-Philippe Perchaud, vous en remercier vraiment chaleureusement. Alors on arrive à Aude Mirkovic. Aude Mirkovic, vous êtes maître de conférence en droit privé et porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfance. Alors vous êtes spécialiste des questions qui traitent spécialement de la bioéthique, qui traitent de la famille et de son rôle dans la société. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur ces sujets. Alors peut-être pour citer le premier, vous voyez l'APMA, un enjeu de société, qui est chez Artege. Et puis vous avez un deuxième ouvrage complètement différent qui est un roman en rouge et noir qui aux éditions première partie, et en fait qui est un roman qui est fait pour s'initier à la réflexion existentielle, mais avec un air, je dirais, de forte accessibilité et puis distrayant. Alors vous intervenez régulièrement aussi dans les médias et aussi devant des commissions parlementaires. Alors beaucoup de nos auditeurs vous connaissent déjà, et ben, il est temps, Aude, de vous passer la parole, et avec joie et intérêt. Alors peut-être la première question que je voudrais vous poser pour introduire la conférence, c'est, Aude Mirkovic, vous nous parlez aujourd'hui de la famille. Pourquoi on parle de ça, la famille? Pour quelles raisons la famille vous apparaît importante? Très bonne question, parce que de ce que je vais répondre, en fait, finalement, dépend le fait que les gens vont regarder cette vidéo ou bien leur couper leur écran. Alors pourquoi parler de la famille? Eh bien, nous avons tous l'intuition de la valeur inestimable, irremplaçable de la famille. Nous ne savons peut-être pas bien l'expliquer, mais nous le savons parce que nous en faisons l'expérience chacun dans sa propre vie. D'ailleurs, ceux qui sont privés de famille, ceux dont la famille peine à remplir sa vocation de soutien, d'assistance, de cohésion, eh bien, ils le savent mieux que quiconque. Et l'importance de la famille est alors révélée en creux, par défaut. Parce que quand la famille fonctionne, tout ce qu'elle nous apporte nous paraît normal. Mais justement, quand la famille n'est plus au rendez-vous, quand elle n'est pas à la hauteur de sa vocation, c'est alors qu'on saisit la valeur de cette vocation, mais c'est presque trop tard.
Nous savons même qu'il existe des maltraitances en famille, hein, les violences conjugales, les maltraitances sur certains enfants. Et ces dysfonctionnements sont révoltants. Et le sentiment de dégoût qu'ils suscitent est bien compréhensible, parce que plus une réalité est belle, et plus sa défaillance est choquante. Et alors justement, la famille est si belle que les déceptions, voire les trahisons au sein de la famille, sont à la mesure des attentes portées en elle. Bon, alors pour autant, un certain discours qui tendrait à assimiler la famille aux violences conjugales et aux violences sur les enfants serait bien réducteur, voire même mensonger. Ces cas dramatiques, en revanche, ils révèlent l'urgence de soutenir toutes les familles, tant celles qui vont bien que celles qui sont défaillantes, justement pour qu'elles puissent remplir leur rôle. Alors ce rôle clé de la famille, dans la vie de chacun comme dans la vie sociale, nous en avons fait une expérience inédite et concrète au moment du confinement. Nous l'avons vu comme communauté ressources, communauté de soins, de refuge, de réconfort, communauté solidaire, communauté éducative. Bon, la famille, c'est ce qui tient bon quand tout s'écroule autour. Et si nous savons que les parents ont toujours été les premiers et principaux responsables de l'éducation de leurs enfants, la crise a montré qu'ils peuvent aussi contribuer, et en première ligne, à leur instruction. D'ailleurs, les pouvoirs publics ont demandé aux familles de participer à la mission de service public de l'instruction, qui est habituellement assurée par l'Éducation nationale. Bon, et puis pendant le confinement également, on a vu les familles au premier rang pour accueillir les personnes qui étaient privées du soutien habituel des associations ou d'autres structures d'assistance. Bon, alors, nous avons les uns et les autres découvert, redécouvert la valeur de la famille, si importante qu'aucune institution, aucun programme, aucune structure ne parvient à la compenser vraiment lorsqu'elle est défaillante. Alors le but de cette conférence, c'est quoi? C'est d'approfondir un petit peu cette intuition, pour mettre des mots sur cette réalité qu'est la famille et le rôle qu'elle joue. Pourquoi faire? Pour mieux la cerner, afin de la chérir de façon non plus seulement intuitive, mais raisonnée, et de la protéger, parce que les bienfaits de la famille nous semblent trop souvent évidents et acquis, comme s'il n'était pas nécessaire de prendre soin d'elle. Alors regardons autour de nous, regardons dans notre propre famille. Il est aisé de toucher du doigt les souffrances des familles, parce que finalement, nous sommes tous plus ou moins séduits par une idée de la liberté individuelle véhiculée par notre époque, qui trouverait sa perfection dans l'absence de toute attache, de tout lien, de tout engagement, comme si on pouvait être heureux à la mesure qu'on ne dépend de personne et que personne ne dépend de nous. Ça, c'est tout le contraire des liens familiaux, et nous cherchons malgré nous parfois à nous émanciper de ces liens comme s'ils étaient un carcan ou une entrave à notre liberté. Alors nous prenons le temps de cette conférence pour parler de la famille, pour la redécouvrir et redécouvrir des raisons de prendre soin d'elle. À vous de voir ensuite si l'objectif est atteint. Moi, je vais faire ce que je peux de mon côté. Alors, au moment de parler de la famille, on se demande un peu par où commencer. Il y aurait tellement de belles choses à dire qu'il va bien falloir faire un choix. Bah oui, en effet, nous pourrions développer le rôle de la famille comme lieu d'accueil de la vie, la famille éducatrice du petit être humain et futur citoyen, la famille soutien dans les difficultés, refuge en cas de coup dur, etc. Alors moi je dirais quelques mots pour changer de la famille juridique. Je vous propose une approche inédite pour beaucoup, à savoir le droit. Enfin, cela dit, pas de panique, nous faisons tous du droit, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Il n'y a rien de difficile à cela. Alors juridiquement, qu'est-ce que la famille? La famille, c'est un ensemble de personnes unies par deux types de liens. Les liens de parenté ou les liens d'alliance. Les liens de parenté sont les liens du sang, qui unissent entre les parents, les enfants, grands-parents, cousins, oncles, tantes, etc. Les liens d'alliance sont les liens issus du mariage, donc qui concernent les conjoints, mais aussi les familles de ces conjoints, que la langue française désigne par ce nom si joli de belle famille. Donc les liens familiaux découlent du mariage ou de la filiation. Autrement dit, la famille est fondée sur ces deux institutions, le mariage, la filiation ou les deux. Bon, la famille est vivante, elle n'a pas de contour définitif et déterminé. Et chacun le sait, c'est la famille dans laquelle on est né, la famille que l'on a soi-même bâtie, la famille de son conjoint.
Vous remarquerez que les liens familiaux découlent du mariage et de la filiation. En revanche, aucun lien de nature familiale ne résulte du concubinage ni du pacte civil de solidarité, le PACS. Ces situations n'ont pas, en effet, de dimension familiale. Elles ne concernent que les intéressés, les concubins ou les partenaires. Si des concubins ou des partenaires ont des enfants, la famille ne résulte alors ni du concubinage ni du PACS, mais de la filiation. Et c'est pourquoi le livret de famille est délivré aux époux lors du mariage ou aux parents lors de la naissance du premier enfant, mais non à l'occasion de la conclusion d'un PACS ou à l'occasion d'un concubinage. C'est pourquoi encore, en cas de décès, le concubin ou le partenaire survivant ne sont pas héritiers dans la succession du défunt. Alors, ils peuvent être gratifiés comme tout un chacun, mais il faudra un testament en ce sens. Ils n'héritent pas du seul fait de leur qualité de concubin ou partenaire, parce qu'ils ne sont pas de la famille. Et puis surtout, quand les parents sont mariés, la présomption de paternité désigne le mari comme père des enfants de sa femme. En revanche, il n'y a pas de présomption de paternité ni dans le concubinage ni dans le PACS, parce que les concubins et les partenaires n'ont pris devant la société aucun engagement de fidélité. Et par conséquent, la loi n'a aucune raison de supposer, de présumer que le concubin ou le partenaire est le père des enfants. Donc il pourra bien sûr établir sa paternité à l'égard des enfants, mais il devra les reconnaître. Bref, la famille découle donc du mariage, de la filiation ou des deux. C'est pourquoi je vous propose de dire quelques mots de ces deux institutions, le mariage et la filiation. Alors commençons par le mariage et par une question simple. Pourquoi le mariage existe-t-il? Pourquoi la société fait du mariage un statut social, le statut matrimonial? Bon, je ne parle pas ici du mariage religieux, du mariage sacrement. Je parle ici des effets juridiques que la loi civile assigne au mariage, le statut matrimonial. Et ce statut qu'elle pourrait d'ailleurs très bien faire découler d'une cérémonie religieuse. Il se trouve qu'en France, pour des raisons historiques, on doit se marier à la mairie. Il y a d'autres pays, comme le Québec, l'Espagne, où on peut se marier à l'église et le certificat délivré par le prêtre, produit à la mairie, emporte le statut matrimonial qui suit. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la cérémonie du mariage, qu'elle soit religieuse ou civile, peu importe, c'est le statut que la loi fait découler de cette cérémonie. Bon, un tel statut n'a rien d'obligatoire, ce n'était pas une obligation. D'ailleurs, je vais prendre un exemple qui permettra de le comprendre. Prenons une autre relation fondamentale dans la société, l'amitié. Ah, mais l'amitié, c'est moins que le mariage. D'accord. Et que chacun imagine un instant sa vie sans amis, sans un seul ami. On voit quand même qu'il nous manque quelque chose. Et pourtant, le droit ignore totalement l'amitié. Le statut d'ami n'emporte aucune conséquence juridique. Alors, la société aurait très bien pu laisser la relation matrimoniale dans la vie privée des gens. Et c'est pas ce qu'elle a fait. Elle aurait pu aussi faire du mariage un simple contrat, comme un contrat d'association, qui engage les contractants l'un vis-à-vis de l'autre, mais n'a pas cette dimension sociale. Là encore, c'est pas ce qu'elle a fait. Alors pourquoi est-ce que la société, par l'intermédiaire de la loi, fait du mariage un statut? Eh bien, la réponse est plutôt terre à terre. Si la société s'intéresse ainsi au mariage, c'est tout simplement parce qu'elle en a besoin. Pourquoi? Eh bien, le premier besoin d'une société, c'est de se renouveler. Ce sont les enfants. Alors certes, le mariage n'est pas nécessaire pour procréer. Pour autant, l'expérience prouve que la plupart des gens ne s'engagent dans un projet d'enfant qu'avec un minimum d'assurance quant à leur avenir. Et le mariage offre une réponse plutôt adaptée à cette préoccupation. En outre, la société n'a pas seulement besoin d'enfants en nombre, elle a aussi intérêt à ce que les enfants viennent au monde dans un cadre propice pour leur éducation et leur construction, parce que ces enfants ont vocation à devenir les adultes de demain. Alors pour ces raisons, la société institue le mariage, structure adaptée aux besoins du petit enfant, qui sont essentiellement des besoins de sécurité et de stabilité. Alors, est-ce à dire qu'en se mariant,
Les gens deviendraient tout à coup meilleurs que les autres ou avec des qualités qui tomberaient du ciel pour prétendre ainsi assurer à leur famille sécurité et stabilité? Non, bien sûr. En revanche, en se mariant, les conjoints acceptent que leur relation familiale ne repose plus sur leur seule volonté individuelle, mais soit régie par la loi. Donc le mariage emporte sécurité et stabilité parce que ces effets ne sont pas convenus par les époux entre eux, encore moins imposés par l'un à l'autre, mais définis par la loi. Je vais donner 2 exemples de cette sécurité qu'apporte le mariage. Premier exemple, la loi pose des devoirs et des droits pour les époux. Et parmi les devoirs, il y a celui de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses ressources. Donc si l'un des époux fait des économies pendant que l'autre entretient la famille, eh bien celui qui a, entre guillemets, tout payé pourra demander à l'autre d'apporter sa contribution, même a posteriori. Et il pourra le demander, y compris en justice. Alors, il est vrai que si on en est là, on n'est malheureusement pas loin du divorce, mais on comprend que le mariage préserve chacun des époux de se trouver exploité par l'autre. Au contraire, dans le concubinage, si l'un des concubins, entre guillemets, paye tout pendant que l'autre fait des économies, eh bien celui qui a tout payé ne pourra rien réclamer à l'autre, y compris au moment de la rupture. Alors, deuxième exemple de cette sécurité qu'apporte le mariage, qui concerne la filiation. Comme évoqué tout à l'heure, dans le mariage, c'est la loi qui désigne le père de l'enfant par le jeu de la présomption de paternité. Au contraire, si les parents ne sont pas mariés, eh bien, le père doit reconnaître l'enfant, qui dépend ainsi de la volonté de ses parents pour voir sa filiation établie. Alors que dans le mariage, sa filiation est établie automatiquement par l'effet de la loi. Alors, quant à la stabilité qu'offre le mariage, eh bien, elle résulte de l'engagement qui le caractérise. Certes, la loi permet le divorce, mais même avec le divorce, le mariage n'en dure pas moins tant qu'il n'a pas été dissous par la procédure prévue, le plus souvent judiciaire. C'est-à-dire que la volonté unilatérale ou même conjointe des époux ne suffit pas à mettre fin au mariage. Il faut passer par cette procédure qui, au passage, assure le contrôle du respect des intérêts de chacun des époux et des enfants. Alors en pratique, un couple non marié peut avoir des enfants et être très stable. Il peut même durer toute la vie. Mais cette famille demeure, par essence, précaire, parce que les liens familiaux sont suspendus en permanence à la bonne ou moins bonne volonté de chacun. Donc le mariage offre un contexte de sécurité et de stabilité objectif parce que garanti par la loi. Et à ce titre, on comprend qu'il rend un véritable service social. Assurer la sécurité et la stabilité, c'est un service social. Et ce service rendu à la société, il est la raison des avantages matrimoniaux, des avantages réservés au mariage, avantages fiscaux, exonération des droits de succession entre conjoints, par exemple. Donc les avantages matrimoniaux, il faut bien le comprendre, ne sont pas une faveur faite au mariage, hein, ils sont la contrepartie, la rémunération du service rendu. Et puis comme la société a intérêt à ce que le maximum de gens bénéficient de ce cadre protecteur du mariage, eh bien, le rôle des avantages matrimoniaux est aussi d'inciter, d'encourager les personnes à s'engager dans le mariage. C'est pourquoi on comprend que attribuer les avantages du mariage à tous les couples, qu'ils soient mariés ou pas, sous prétexte d'une égalité mal comprise, eh bien, ça réalise en réalité une discrimination à l'envers, parce que les devoirs continuent d'être réservés au mariage, alors que les avantages sont distribués à tout le monde, sans que les autres formes de vie ne rendent le même service social. Le résultat, c'est que le mariage est rendu ainsi peu attractif. Et les premiers à être privés de ces bienfaits, ce sont les enfants, mais aussi les conjoints, et finalement la société tout entière. Alors d'où l'intérêt pour chacun, et c'est l'objectif modeste de ce petit topo, d'où l'intérêt pour chacun de redécouvrir cette dimension sociale de son mariage, et puis d'en prendre soin, de prendre soin du mariage des autres par des conseils opportuns, puis pour les jeunes, de se préparer à son propre mariage en intégrant cette dimension sociale si belle.
Cette dimension sociale, elle veut dire que le mariage n'est pas seulement l'affaire privée des conjoints. Le mariage est un engagement pris par les conjoints l'un envers l'autre, bien sûr, mais pas seulement. Il est aussi pris devant la société, qui s'engage elle aussi, en assurant ce statut matrimonial à ceux qui veulent bien s'y engager. Alors je résume. Si la loi s'intéresse au mariage, au point de lui conférer un statut, c'est parce que le mariage offre une structure adaptée pour la procréation et l'éducation des enfants, autrement dit pour le renouvellement des générations, besoin numéro 1 de toute société. Et nous découvrons alors la dimension familiale du mariage. On vient d'évoquer sa dimension sociale, les conjoints ne sont pas seuls concernés, c'est un engagement social, et maintenant nous voyons la dimension familiale. Si la société institue le mariage dans la perspective de la procréation, dans la perspective de la famille, eh bien la conséquence sera que le mariage ne peut concerner que l'union d'un homme et d'une femme. Alors certes, il y a des époux, hommes et femmes, qui ne procréent pas, mais c'est toujours pour des raisons qui leur sont personnelles, soit parce qu'ils ne veulent pas d'enfants, ou alors parce qu'ils souffrent d'une infertilité pathologique, ou alors parce qu'ils ont dépassé l'âge de la procréation. Mais au contraire, deux hommes ou deux femmes ne peuvent jamais procréer ensemble. Donc on comprend que le mariage de deux personnes de même sexe modifie la signification même du mariage, puisque peuvent se marier des personnes qui ne peuvent pas procréer par définition, et non plus seulement par exception. Avec le mariage de deux hommes et de femmes, c'est la perspective de la procréation, c'est-à-dire la dimension familiale, qui est retirée du mariage. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est devenu le mariage dans ces conditions? Il reste quelque chose quand même, il reste le couple. Et voilà, le mariage devient un statut social de couple. Bon, pourrait-on dire. Et alors? Eh bien le problème est que le mariage ramené à un statut de couple devient injuste et discriminatoire. En effet, quel genre de service social rend le couple qui justifie un traitement de faveur? Pourquoi avantager les couples, légalement, par rapport aux célibataires? Célibataires qui ne disposent le plus souvent que d'un seul salaire pour faire face à des dépenses fixes, que les couples assument, pour la plupart, avec deux salaires? Par ailleurs, dès lors que le mariage devient la reconnaissance sociale du couple, pourquoi est-ce que la relation impliquant trois personnes ou plus serait ignorée socialement? Pourquoi est-ce que c'est le couple qui est reconnu par la société? Alors on pense à la polygamie, mais aussi l'amour en groupe, qui est revendiqué par des personnes qui vivent ce que l'on appelle la polyamorie. Donc ce sont les trouples ou couples à trois, ou autres groupes de personnes qui vivent des relations amoureuses à plusieurs, selon des modalités variées qu'elles conviennent entre elles. Alors, reposons la question. Quel genre de service social rend le couple qui justifie qu'il soit privilégié? Si c'est la vie commune qui rend le service social, à ce compte-là, la colocation rend le même service. Donc il faut donner des avantages fiscaux aux étudiants qui sont en colocation. On voit bien que ce n'est pas là la raison. Il apparaît donc que le mariage des personnes de même sexe, sous prétexte de remédier à une prétendue inégalité, a instauré des inégalités bien réelles, cette fois, à l'égard de tous ceux qui ne sont pas en couple. Alors, en résumé de ce premier tour d'horizon sur le mariage, qu'est-ce qu'on peut dire? La loi, petit à petit, réduit le mariage à un statut de couple, sans dimension familiale puisque la perspective de la procréation est écartée. Et un couple comme les autres, puisque le législateur traite tous les couples, mariés ou non, de plus en plus de la même manière. Le résultat est une désaffection du mariage par les parents et futurs parents, qui ne voient plus l'intérêt pour leur famille de se marier. Et puis de son côté, le mariage peine à offrir à ceux qui s'y engagent la stabilité et la sécurité promises, parce qu'il est fragilisé par ces réformes successives. En bref, on nous dit que les réformes appliquant le mariage ne changent rien. La réalité, c'est que c'est la définition même du mariage qui change. Est-ce qu'il se passe la même chose à propos de la filiation? Et quid de la filiation à l'égard de deux femmes ou de deux hommes
qui désirent avoir un enfant grâce aux techniques de procréation modernes. Alors, en effet, la filiation subit un processus de transformation équivalent à celui qu'on vient de décrire pour le mariage, parce que lui aussi, il n'est pas assumé. Les réformateurs successifs continuent à marteler que leur réforme ne change rien. Ça n'enlève rien à personne, ça ne change rien, on l'entend à chaque fois. En 2013, la loi sur le mariage des personnes de même sexe a introduit en droit l'adoption par des personnes de même sexe, c'est-à-dire la possibilité qu'un enfant soit adopté par 2 hommes ou 2 femmes. Le législateur s'est défendu de rien changer à la filiation, et d'ailleurs la loi persiste à employer comme si de rien n'était les mots de parents, père, mère, y compris au pluriel, comme si rien n'avait changé en effet. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, pour le comprendre, il nous faut rappeler ce qu'est la filiation. Petite question, qu'est-ce que vous faites lorsque vous devez attester de votre filiation? Nous faisons tous la même chose. Nous produisons un extrait d'acte de naissance. Et en effet, la filiation découle de l'acte de naissance qui, comme son nom l'indique, dit à chacun de qui il est né, c'est-à-dire qui l'a engendré, qui sont ses pères et mères. Alors, ceci nous conduit à aborder de front 2 questions. Première question, les pères et mères sont-ils nécessairement le père et la mère biologiques? Deuxième question, les parents sont-ils nécessairement père et mère, c'est-à-dire hommes et femmes, ou pourrait-il être 2 hommes ou 2 femmes, ou 3 d'ailleurs? Alors, à la première question, les parents sont-ils nécessairement le père et la mère biologiques? Je répondrai par la négative. En effet, la filiation, y compris en droit, ne se réduit pas à sa dimension biologique. Elle se fonde sur l'engendrement de l'enfant, la naissance de l'enfant, puisqu'elle indique de qui l'enfant est né. Mais cet engendrement, cette naissance, s'ils sont le plus souvent biologiques, peuvent être aussi symboliques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'enfant n'est pas issu biologiquement de ses parents, mais il se pense comme tel, il se construit comme tel. La dimension symbolique de la filiation, c'est la représentation que s'en font les intéressés. C'est le cas, par exemple, dans l'adoption. Ou encore lorsqu'un homme reconnaît un enfant qui n'est pas le sien et l'élève comme son père. Et d'ailleurs, même pour une filiation dite biologique, on comprend l'importance de cette dimension symbolique qui a vocation à dépasser et transcender le niveau biologique. Parce que si dans une famille, la filiation se réduit à son niveau biologique, c'est-à-dire à l'information « je suis issu d'un tel pour les enfants » et « j'ai engendré un tel du côté des parents », on comprend que cette filiation a toutes les chances de demeurer lettre morte. Donc non seulement la dimension symbolique peut se mettre en place sans le support du lien biologique, mais en plus, on peut même dire qu'elle est l'essentiel dans la filiation. Alors, pour autant, si le lien biologique n'est pas indispensable en matière de filiation, est-ce qu'on pourrait en déduire qu'il serait indifférent, anodin? Eh bien, la réponse est bien entendu négative. Chacun peut en faire l'expérience immédiate, dans sa propre vie. C'est-à-dire que l'angoisse de l'échange des bébés à la maternité, c'est l'angoisse de tous les futurs parents. Et pourtant, dans la chambre à côté, il y a peut-être un enfant plus beau, peut-être avec un meilleur QI. Et pourtant, chacun veut repartir avec le sien. Donc, c'est une expérience assez universelle. Je vais prendre un exemple encore plus explicite. Prenons le cas d'un couple en processus de procréation médicalement assistée, de PMA. Ce couple désire un enfant. Et chance, il attend un enfant. Donc tout va bien jusqu'à ce que l'équipe médicale informe le couple qu'il y a une erreur d'éprouvette et que la femme a été inséminée par les gamètes d'un autre homme que son conjoint, ou carrément qu'on lui a implanté un embryon d'un autre couple. Alors, s'il est vrai que le lien biologique est indifférent en matière de filiation, ça ne devrait pas poser de problème, cette erreur d'éprouvette. Et pourtant, non seulement ça pose problème, mais c'est même un drame pour les couples qui vivent ce genre de mésaventures, à tel point qu'il semble que dans la quasi-totalité des cas, ils préfèrent avorter, et en tout cas, ils attaquent l'hôpital. Ils engagent sa responsabilité pour obtenir réparation du préjudice subi.
Alors dans ces conditions, est-ce que c'est pas un petit peu léger de décréter que pour les enfants, eux, eh ben, ce serait tout à fait indifférent d'avoir comme parent leur géniteur ou quelqu'un d'autre? En 1994, la loi de bioéthique a légiféré sur la procréation médicalement assistée et a permis la PMA avec donneur, c'est-à-dire avec recours à des gamètes extérieurs au couple. On a voulu croire que pour l'enfant, le lien biologique était totalement indifférent et que la seule chose qui importait, c'était d'avoir été désiré et d'être aimé. Bon, alors aujourd'hui, la première génération de jeunes issus des dons est adulte. Et ces jeunes ont été désirés et ont été aimés. Bon, en tout cas, aucun ne se plaint officiellement d'un manque d'amour, hein. Et pourtant, ils expliquent que ce n'est pas si simple et qu'être issu de quelqu'un, quand bien même on l'appellerait donneur, ça n'est pas indifférent. Alors cette pratique du don de gamètes, elle pose une question qui est très simple au fond. Est-ce que c'est important ou non d'être issu de quelqu'un? Alors certains pensent tout résoudre avec la levée de l'anonymat du donneur à la majorité de l'enfant. Et cette levée de l'anonymat figure d'ailleurs dans le projet de loi bioéthique actuellement en cours de discussion au Parlement. Alors voyons voir. Reprenons notre couple en processus de PMA qui a subi une erreur d'éprouvette et qui attend donc un enfant qui est issu d'un autre couple. Est-ce que vous croyez que ce couple va s'estimer satisfait avec la levée de l'anonymat, avec l'information sur l'identité du couple à l'origine de l'embryon? Je ne crois pas, non? Alors, par quel miracle la levée de l'anonymat pourrait tout compenser, tout réparer pour l'enfant? Et puis en plus de ça, euh, approfondissons un petit peu la question. Si l'information sur l'identité du donneur est cruciale pour l'enfant qui est issu de lui, la lui communiquer à 18 ans, c'est bien tard. Mais d'un autre côté, si on permet à l'enfant d'avoir accès à l'identité du donneur avant, comment est-ce que l'enfant se construit? Comment est-ce qu'il construit sa relation filiale avec son père légal en présence de ce donneur? Et puis concrètement, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'enfant aura l'identité de son donneur? Qu'est-ce qu'il va faire de cette information? Est-ce qu'il voudra rencontrer le donneur? Qu'est-ce qu'il va lui demander? De l'affection? De payer ses études? Un héritage? Une famille? Est-ce qu'il va le remercier? Est-ce qu'il va lui casser la figure? Sans doute un peu de tout ça. Hein, les circonstances seront très variées, mais quel genre de relation pourrait s'établir entre le jeune et lui, entre le jeune et les autres enfants issus de donneurs? Bon, on voit que si la levée de l'anonymat pourra peut-être apporter quelques réponses à certaines questions, elle va susciter aussi beaucoup de déceptions, de déconvenues et d'autres souffrances. Bon, finalement, anonymat ou non, c'est le don de gamètes qui est problématique, parce que si la filiation ne se réduit pas à sa dimension biologique, cette dimension biologique n'est pas sans intérêt, n'est pas anodine, loin de là. Et l'écarter délibérément n'est pas sans conséquence. Alors, nous avons donc compris que le lien biologique n'est pas indispensable en matière de filiation parce que la dimension symbolique de la filiation peut et doit, dans tous les cas, se mettre en place. Et que c'est même là l'essentiel. Mais pour que la dimension symbolique de la filiation puisse s'établir, encore faut-il que les parents offrent à l'enfant un cadre cohérent au regard des exigences de la biologie pour la procréation. C'est-à-dire que pour que l'enfant puisse se penser comme issu de ses parents, ceux-ci doivent être un homme et une femme présentant avec lui un écart d'âge suffisant pour rendre crédible, vraisemblable, cet engendrement qu'il se représente. Et on retrouve là d'ailleurs les conditions exigées pour les candidats à l'adoption. Et ceci nous conduit à la seconde question annoncée. Les parents sont-ils nécessairement père et mère? Hommes et femmes? Ou pourrait-il être deux pères, ou deux mères, ou trois, ou quatre? Alors voyons un peu ce qui se passe si les parents sont deux hommes ou deux femmes. Bon, la question n'a rien de théorique, hein, parce que la loi actuelle, on l'a dit, permet déjà l'adoption d'un enfant par deux hommes ou deux femmes, et le projet de loi de bioéthique actuellement en discussion envisage la procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires et les couples de femmes, c'est-à-dire l'insémination par des donneurs de femmes célibataires ou en couple de femmes. Hein, l'enfant n'aurait pas son père, il aurait seulement sa mère ou sa mère et une autre femme comme mère. Alors, comme deux femmes ne peuvent jamais engendrer un enfant, une filiation entre guillemets reliant un enfant à ces deux femmes
ne lui dit pas de qui il est né, pas même symboliquement. Avec ses parents de même sexe, c'est le sens même de la filiation qui change. C'est-à-dire que la filiation a beau être inscrite dans l'acte de naissance, elle ne dit plus à l'enfant de qui il est né. Et on discute régulièrement des mentions de l'acte de naissance. Est-ce que ça va être parent 1, parent 2, parent A, parent B? Mais en réalité, c'est le terme même d'acte de naissance qui ne convient plus, parce qu'il ne dit plus à l'enfant de qui il est né. Alors, qu'est-ce que cette filiation reliant un enfant à deux femmes ou deux hommes dit à l'enfant? Elle ne lui dit plus de qui il est né, pas même symboliquement, mais qu'est-ce qu'elle lui dit? Parce qu'il y a quand même une réalité. Il y a les deux femmes qui s'occupent de l'enfant, qui les aiment, etc. Eh bien, la filiation désigne à l'enfant ses responsables légaux, ses adultes référents, un peu comme elle désignerait un tuteur. Les parents deviennent finalement des responsables légaux, des tuteurs parmi les autres. Le problème, c'est qu'un tuteur n'a jamais indiqué à personne son origine. Un tuteur n'inscrit personne dans une généalogie. Donc cette filiation nouvelle formule n'a plus rien à voir avec l'engendrement de l'enfant. Elle repose uniquement sur l'intention d'un ou deux adultes. Ça pourrait être 3 ou 4, on l'a déjà dit, et on le verra tout à l'heure. Bon, pour l'enfant concerné par ces projets de PMA, la conséquence est l'effacement de son père. On l'appelle géniteur ou donneur, mais la réalité, c'est que la PMA pour les femmes programme la privation légale de père. Il faut bien réaliser que l'enfant issu de cette PMA n'est pas le seul concerné, parce qu'on ne touche pas impunément à cette relation sociale fondatrice qu'est la filiation, et il y a des conséquences pour tous. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'un homme a une relation avec une femme et qu'il ne veut pas assumer l'enfant qui en est issu, que fait-on? Eh bien, la mère peut, au nom de l'enfant, exercer une action en recherche de paternité contre cet homme, qui est son père biologique, pour le faire déclarer père, y compris contre son gré. Et pour ça, on fera juste une expertise ADN, un petit test biologique. S'il est le géniteur, il sera déclaré père du fait de la loi. Mais si la filiation est détachée de cette réalité charnelle, pour se fonder sur la seule intention, sur la volonté, l'investissement de l'adulte, comment continuer à imposer la paternité de cet enfant à cet homme qui n'a aucune intention d'être père? Parce que s'il faut lui coller une action en recherche de paternité, je ne crois pas qu'il ait un projet parental. Les ministres nous répètent à longueur de débat que le géniteur n'a rien à voir avec le père. Bon, bah d'accord, mais alors dans ce cas, la mère et l'enfant n'ont qu'à se débrouiller seuls, sans pension alimentaire. Tout ça parce que le géniteur n'a pas de projet parental. Donc on voit bien que la filiation fondée sur l'intention et détachée de la réalité charnelle de l'engendrement de l'enfant, ça change tout. Ça a des conséquences. Alors à chacun de voir si ces conséquences sont géniales ou sont catastrophiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que ça ne change rien. Lorsque on voit avec cette histoire de paternité non désirée, que lorsque la filiation repose sur l'intention des adultes, eh ben, l'enfant dont personne ne veut se retrouve laissé pour compte. Ça peut être l'inverse aussi. On peut avoir l'enfant surdésiré, surinvesti. Et c'est celui qui est désiré, qui rentre dans le cadre d'un projet parental à 3, et qui va se retrouver éventuellement avec 3 parents, comme c'est déjà le cas dans plusieurs États américains et canadiens, dès lors que 3 ou 4 personnes peuvent être investies dans le projet affectif éducatif auprès de l'enfant. Et ceci n'a rien d'un excès, d'une dérive à l'américaine. C'est la conséquence tout à fait logique et normale. À partir du moment où la paternité ou la maternité sont fondées sur l'intention et la volonté de l'adulte et déconnectées de la réalité charnelle de l'engendrement de l'enfant, alors le nombre des parents potentiels est illimité parce que le nombre des adultes investis dans le projet d'enfant peut être 3 ou 4. Et d'ailleurs, la pluriparenté, elle peut même être imposée aux parents biologiques. On a un cas jugé par la Cour d'appel de l'Alberta au Canada en 2013 qui a déclaré comme deuxième père d'un enfant l'ancien concubin du père. C'est-à-dire qu'un homme et une femme, tous les deux homosexuels, s'étaient mis d'accord pour avoir un enfant ensemble. Bon, jusque-là, ça ne regarde absolument pas la loi. L'orientation sexuelle des parents ne regarde pas l'état civil. Mais le père avait à l'époque un ami, un compagnon. Et quand il s'est séparé de son compagnon, ce dernier a dit « Mais au fait, l'enfant, il est à moi aussi ». Et le tribunal, la cour, lui a donné raison.
Là encore, de façon tout à fait logique, entre guillemets, une fois acquise l'idée que ce qui fait le parent, c'est la volonté de l'être. C'est l'investissement, le projet parental de l'adulte. Alors en conclusion, que dire? Eh bien, si la filiation ne se réduit pas à la vérité, à la réalité biologique, elle exige au minimum la vraisemblance biologique, sous peine de changer de sens, sous peine de ne plus pouvoir indiquer à chacun son origine, même pas symbolique. En outre, fonder la filiation sur la seule intention, sans tenir compte des liens charnels, eh bien, c'est soumettre l'enfant à la dictature des désirs des adultes. Alors, nous comprenons alors que la loi du 17 mai 2013 a ainsi modifié les fondements, les définitions, tant du mariage que de la filiation. Pardon. Que s'est-il passé depuis? Eh bien, la suite n'a pas été beaucoup plus tendre avec le mariage et la filiation. Et je vais donner un exemple. C'est la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice au XXIe siècle. Cette loi va permettre d'illustrer la suite. La mesure la plus médiatique contenue dans cette loi, c'est ce qu'on a appelé le divorce sans juge. La possibilité de divorcer par consentement mutuel avec avocat devant notaire, pour dire les choses de façon un petit peu simple. Alors cette possibilité d'un divorce sans procédure judiciaire, eh bien, ça contribue à cette œuvre de fragilisation du mariage, car cela l'empêche encore un petit peu plus de rendre le service social attendu de lui, à savoir offrir les garanties de sécurité et de stabilité à la famille. En effet, si le divorce judiciaire, donc le divorce avec juge, met lui aussi fin au mariage, au moins la procédure judiciaire incarne le contrôle de la société sur la dissolution de cet engagement pris devant elle. Et au passage, la société assure par l'intermédiaire du juge des garanties de protection aux époux comme aux enfants. Le divorce sans juge revient à considérer le mariage comme une simple affaire privée entre les conjoints. À eux de se débrouiller pour divorcer, la société s'en lave les mains. Alors, ce divorce sans juge, il illustre une volonté récurrente du législateur de faciliter toujours plus le divorce, alors que dans le même temps, rien n'est fait et rien n'est même pensé pour favoriser et encourager le fait de demeurer marié. Et en particulier, on voit bien les législateurs successifs s'employer, c'est fort louable, à essayer de limiter pour les enfants les dégâts des séparations successives qu'ils subissent du fait des décompositions et recompositions des couples. Alors, très bien d'essayer de protéger les enfants contre les dégâts des séparations, mais pourquoi ne pas chercher aussi à favoriser la stabilité des familles pour éviter ces séparations à répétition? Donc, la suggestion ici n'est pas de supprimer le divorce de la loi, mais tout simplement d'encourager le mariage et le fait de demeurer marié, autrement dit le mariage durable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inventer des choses extraordinaires, Des mesures d'incitation financière comme il en existe en matière d'économie d'énergie pourraient jouer ce rôle d'encouragement, sans compter leur impact symbolique. Car l'investissement de la société dans le mariage permettrait aux citoyens et aux époux eux-mêmes de percevoir la valeur objective du mariage pour désirer s'y engager et pour désirer y rester, et ne s'en retirer vraiment qu'en dernier recours. Alors, est-ce que c'est ça que fait le législateur? Mais pas du tout. Au contraire, on l'a dit, les statuts de couple continuent de se rejoindre, soit que le mariage est privé de ses spécificités, soit que ces spécificités sont étendues aux couples non mariés, ce qui revient au même. Alors, une illustration de cela, la même loi qui a instauré le divorce sans juge, donc qui tend à traiter le mariage comme un contrat comme les autres, sans dimension sociale, la même loi, elle prévoit la déclaration du PACS devant l'officier d'état civil en mairie. Alors, la conséquence, c'est que avec le divorce sans juge, le mariage ressemble un petit peu plus au PACS, parce que les époux peuvent le dissoudre sans passer par le juge. Et le PACS ressemble un petit peu plus au mariage, parce que maintenant, il est déclaré en mairie. Alors, que reste-t-il d'intéressant à se marier?
Tout ce qui reste en termes de contraintes demeure pour le mariage et tout ce qui est valorisant et avantage est progressivement étendu à tous les couples, mariés ou non. Mais il n'y a pas que le mariage. La filiation, malheureusement, continue elle aussi à souffrir. Parce que cette même loi de modernisation de la justice pour le XXIe siècle, qui a déjà instauré le divorce sans juge et la déclaration du Pacs en mairie, elle a aussi facilité le changement de sexe à l'état civil. Il est possible, en vertu de cette loi, de demander la modification de la mention du sexe à l'état civil sans transformation physique. Donc concrètement, une femme peut demander à être désignée à l'état civil comme homme dès lors qu'elle se présente et est perçue comme telle par son entourage, et aucune transformation physique n'est exigée. Donc on comprend bien que cette femme devenue homme, elle peut en tout cas conserver son corps féminin, elle va donc pouvoir porter des enfants et les mettre au monde, tout en étant homme à l'état civil. Alors qu'est-ce qui reste de cohérent à dire de la filiation dans ces circonstances? Et ça n'a rien de théorique, comme en témoigne une histoire jugée par la Cour de cassation le 16 septembre dernier. Un homme marié avec une femme et père de 2 enfants demande à changer de sexe. Donc il est reconnu comme femme à l'état civil, mais comme il a gardé ses organes génitaux masculins, eh bien ce qui devait arriver arriva, et il a conçu un enfant avec sa femme. Une fois l'enfant né, cet homme devenu femme a demandé à être déclaré mère sur l'acte de naissance de l'enfant, se revendiquant comme mère non gestatrice. Bon, la Cour de cassation, au terme d'une procédure judiciaire que je vous épargne, rejette sa demande. Elle dit qu'une femme trans, donc un homme devenu femme, ne peut pas être désignée comme mère dans l'acte de naissance de l'enfant. Cette personne peut tout à fait faire établir le lien de filiation biologique qui l'unit à l'enfant, mais dès lors qu'elle a fourni le spermatozoïde à l'origine de la conception de l'enfant, elle doit, je cite, avoir recours au mode d'établissement de la filiation réservé au père. Alors, qu'est-ce que cette affaire révèle? Bon, le respect de la vie privée a conduit la société à permettre la modification du sexe à l'état civil. On pourrait déjà s'interroger sur le rôle de l'état civil. Est-ce qu'il est là pour exprimer le ressenti profond et personnel des gens? Parce que là, on parle de changement de sexe, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas en phase avec leur date de naissance. Alors, est-ce qu'on va aussi modifier leur état civil? Il y a déjà des demandes en ce sens. Bon, cette question dépasse le cadre de cette conférence. Donc, je reviens à notre histoire, en fait, qui nous ramène à la réalité. La volonté individuelle ne peut pas être sans limite. L'état civil peut sans doute enregistrer un changement de sexe et un changement de prénom, mais il ne peut pas réécrire une histoire familiale. Et puis en outre, comment ne pas voir les difficultés que la désignation de cet homme devenu femme comme mère dans l'acte de naissance de l'enfant aurait entraîné? Bon, déjà pour commencer, désigner comme mère la personne qui a fourni le spermatozoïde à l'origine de l'enfant, finalement prive le terme de mère de signification. Franchement, si vous deviez réécrire le dictionnaire, là, comment est-ce que vous pourriez définir le mot mère dans ces conditions? Et puis si les mots n'ont plus de signification, c'est la pensée qui devient compliquée. Bon, puis ensuite, le ressenti profond de cette personne qui l'a conduite au changement de sexe, il peut varier. Il existe des retransitions de personnes qui ont changé de sexe et qui désirent ensuite revenir dans leur sexe d'origine. Alors si dans notre affaire, l'homme devenu femme revenait à son sexe d'homme, est-ce qu'il faudrait à nouveau corriger l'état civil de l'enfant pour que la mère trans redevenue homme redevienne aussi père? On voit bien que c'est inextricable. Donc la qualité de la relation de cette personne avec son enfant n'est pas en cause. Mais cette affaire révèle les limites de la volonté individuelle. Le changement de sexe d'un adulte n'implique que lui. Juridiquement, il est fondé sur sa vie privée. Il relève de sa vie privée, soit, mais la vie privée de l'un n'a pas vocation à bouleverser l'état civil d'autrui, en l'occurrence l'enfant. Alors en conclusion, ma conclusion sera malgré tout optimiste. Pourquoi? Parce que si les législateurs successifs, au gré des réformes de ces dernières années, s'étaient employés en vain, sans résultat, à soutenir le mariage, la famille, la filiation, on pourrait douter de la capacité du droit civil à contribuer à la promotion d'une famille durable et solide. Mais au contraire, le législateur n'a rien investi dans le mariage ni dans la filiation. Au contraire, il
il a multiplié les réformes susceptibles de les déstabiliser jusqu'à même les priver de leur sens. Et pourtant, la force de la réalité, de ces réalités anthropologiques, avant même d'être juridiques, que sont le mariage et la filiation, la force de ces réalités est telle que même dans ce contexte juridique agressif, la famille fondée sur le mariage et la filiation intégrant l'altérité sexuelle objective des époux et des parents demeurent le modèle de référence auquel les nouveaux mariages et nouvelles filiations cherchent à ressembler le plus possible. Je vais donner juste 2 illustrations significatives. Lorsque 2 femmes se rendent à l'étranger, parce qu'en France aujourd'hui c'est interdit, c'est le but du projet de loi bioéthique, mais aujourd'hui c'est interdit. Lorsque 2 femmes se rendent à l'étranger pour y faire une PMA, donc pour être inséminées par un donneur, eh bien il est très fréquent que les 2 femmes demandent à être inséminées par le même donneur. Pourquoi? Parce qu'elles essaient de reconstituer entre leurs enfants le lien biologique qu'elles-mêmes ne peuvent pas leur transmettre. Ou encore, entre ces 2 femmes, l'une va demander à porter l'enfant issu de l'ovocyte de l'autre, ce qu'on appelle la ROPA, afin de relier l'enfant aux 2 intéressés, y compris biologiquement. C'est-à-dire qu'on voit bien que le lien biologique, qui est en théorie exclu, comme n'ayant rien à voir, ce qui compte c'est l'amour, le projet, l'investissement, ce lien biologique qui est soi-disant déconsidéré, en réalité il est recherché à tout prix, car l'engendrement de l'enfant demeure la référence, malgré des discours contraires. Bon bref, attaquée de toutes parts, la famille finalement tient bon, elle tient le coup. Et c'est pourquoi il faut être optimiste, parce qu'on voit bien que finalement la moindre mesure favorable à la famille pourrait avoir un effet bénéfique très important. Notamment, quelques mesures simples en faveur du mariage, fiscal par exemple, pourraient lui redonner l'élan dont il a besoin pour remplir son rôle, jusqu'à sa restauration complète, comme l'institution proposée à l'homme et à la femme pour abriter leur famille, pour le bien des intéressés comme de la société tout entière. Alors à nous d'y travailler. Donc en début de conférence, Aude Mirkovic, vous nous indiquiez que son but, votre but, était de nous aider à approfondir et à mettre des mots sur cette réalité mystérieuse et tellement importante de l'importance de la famille pour chacun et pour la société. Alors, nous vous avons suivi sur dans votre regard original sur la famille dans sa réalité juridique et la famille faite de parents, hommes, femmes et les enfants, fondée, vous l'avez énormément développé, sur le mariage et sur la filiation. 2 réalités qui sont vécues par tant de personnes. Et franchement, avec votre exposé, on découvre remarquablement combien ces 2 réalités sont adossées en fait sur un système juridique bien pensé et bien fondé, mais un système juridique qui en fait est détourné dans un sens qui le déconstruit. Alors, je vous propose de passer à présent à quelques questions, et ce sont en fait des questions qui nous ont été adressées en amont de cette conférence sur le site 9 fonds. Alors je vous propose, avec Yves, on va répartir un certain nombre de questions. Je vais vous lire la première question. Alors, nous avons chacun notre vécu dans notre propre famille avec ses beautés, aussi ses épreuves. Et les années passant, il est facile de réaliser combien notre enfance nous fonde, qui que nous soyons, et combien notre famille nous nourrit au fil de la vie. On sait bien que la famille est une école de vie, une école d'amour et une école de bienveillance, et qui appelle un vrai combat d'amour. Alors la question, on peut se dire finalement que toutes ces lois qui partent un peu dans tous les sens, sur la famille, est-ce qu'elles ne sont pas secondaires, considérant que ce qui est premier, c'est la vie au sein de notre propre famille? Qu'en pensez-vous? Oui, en effet, ce qui est premier dans la vie des gens, c'est pas le code civil, c'est la réalité qu'ils vivent. Quoi qu'en dise la loi, il y a des familles qui vont bien, d'autres qui vont mal, et pour les intéressés, eh bien, la loi finalement les concerne bien moins, en effet, que leur situation concrète. Et d'ailleurs, quelle que soit la loi, elle ne va pas faire le boulot à notre place, et la qualité des liens vécus dans nos familles dépend de nous, de notre don, de notre investissement, des sacrifices que nous sommes prêts à consentir. Et
Inversement, quelle que soit la loi, elle ne m'oblige pas à la suivre, hein. Le divorce existe, c'est pas pour ça que je suis obligée de divorcer. Nous gardons tous la liberté de nos choix et la responsabilité qui est la nôtre. On ne peut pas se défausser, se retrancher derrière la loi. Bon, autrement dit, il n'y a pas que le droit dans la vie, d'accord. Il n'y a pas que le droit dans la famille, loin de là. Pour autant, la loi n'est pas à négliger, parce qu'elle pourra être un soutien pour la famille solide, durable, ou un obstacle. C'est-à-dire concrètement, au moment de fonder une famille, si la loi valorise le mariage, les jeunes amoureux vont être tentés de s'y engager. Si la loi leur donne des raisons de comprendre, hein, que cet engagement dans le mariage est bénéfique, que ça apportera un plus à leurs futurs enfants, ils vont être encouragés à s'y engager. Au moment où ça devient plus difficile pour un couple marié, si le divorce entraîne des vraies pertes, hein, la perte d'un statut vraiment avantageux, est-ce que ce couple ne sera pas invité à essayer de différer le moment de perdre ce statut avantageux, voire même à essayer de l'éviter en restant marié? Évidemment, on ne se marie pas, on ne reste pas marié que pour des raisons fiscales, ça c'est sûr. Mais ces raisons fiscales peuvent encourager ou pas, hein. Autre chose, si la loi encourage financièrement le fait d'accueillir à la maison des parents dépendants, ça va aider à prendre ce genre de décision. Si la loi soutient la famille nombreuse, ça va encourager à avoir le nombre d'enfants désirés au lieu d'être freiné éventuellement par le manque de moyens matériels. Voilà, donc c'est vrai que pour saisir la responsabilité qui est la nôtre en tant que père et mère, on n'a pas besoin du code civil. Mais si le code civil promeut une idée, une vision de la parenté et de la filiation fondée sur, comme on en a parlé, sur l'intention, sur le projet parental, sur la seule volonté, on n'est pas aidé, hein, pour accueillir l'enfant non attendu, non désiré même. Et donc, tout ce que dit la loi n'oblige personne, n'empêche que la loi va pouvoir jouer un rôle soit bénéfique, soit au contraire jouer un rôle d'obstacle, hein, dans l'épanouissement des familles. Donc on peut dire la même chose à propos de ce projet de PMA. Pour les femmes célibataires et les couples de femmes qu'on a évoqués et qui est actuellement discuté au Parlement, la loi n'est qu'un aspect de ce sujet, bien sûr. Hein, même si la loi est adoptée, une femme seule de 38 ans n'a aucune obligation de se faire inséminer par un donneur pour avoir un enfant qui n'aura pas son père. Hein, parce que, comme tout un chacun, elle a un cœur, une intelligence, et elle peut comprendre qu'il serait injuste pour son enfant de le priver délibérément de son père. Voilà, c'est elle qui prend la décision in fine, hein, quoi que dise la loi. D'accord. Mais si la société lui propose cet enfant, si la loi organise ce recours à un donneur, en plus remboursé par la sécurité sociale, est-ce que ce ne sera pas un peu plus difficile pour elle de ne pas céder à ce désir exacerbé par la possibilité de le réaliser? Donc oui, c'est vrai, vous avez raison, ce qui compte c'est la vie, les familles réelles, les familles concrètes. Mais la loi peut intervenir comme soutien ou comme obstacle. Alors, à nous d'œuvrer, hein, pour que la loi soit plutôt un soutien, et, mais sans oublier que, quoi que dise la loi, ça ne remplacera jamais notre part personnelle, hein, d'apporter à nos familles le soutien, le dévouement, le sacrifice que nous sommes en mesure de fournir de façon concrète. Et juste une illustration pour résumer. Et bon, dans le cadre de mon association Juristes pour l'enfance et de nombreuses associations aussi, de nombreuses personnes sont engagées pour contribuer à une prise de conscience sur le projet de loi bioéthique et la légalisation de la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, qui serait une injustice pour l'enfant. Donc, dans ce contexte, mon interlocuteur, c'est qui? C'est à la fois le législateur, nos députés, nos sénateurs, oui, ça c'est vrai, pour que la loi soit un soutien et pas un obstacle. Mais mon interlocuteur, c'est aussi ma propre fille, pour que le jour où à elle-même pourrait se poser cette question, elle dispose des éléments de discernement qui lui permettront de faire ses propres choix. Merci Aude. Voici la deuxième question posée par nos correspondants. On sait qu'en France, il y a une pratique, même une culture, où l'État prend de plus en plus de place dans les réalités privées, voire intimes, des personnes au sein des familles. Procréation, gestation d'un bébé dans le ventre de sa maman, éducation des enfants plutôt qu'instruction. On peut penser aux cours de SVT ou d'éducation sexuelle. Développement de nouveaux modèles de famille, accompagnement des personnes âgées en fin de vie, comme si la famille était bypassée, niée, sans aucun rôle social vraiment reconnu, alors que des familles fortes, ce sont des adultes fortes,
fort et une société forte. Cette propension envahissante de l'État se renforce clairement avec la Covid. Alors, voici la question. Cette tendance se lit-elle également dans le droit? L'exercice de la liberté de conscience n'est-il pas mis à mal? Bah, en effet, il est aisé de constater à de nombreux égards une intrusion croissante de l'État, notamment, parce que je ne peux pas tout envisager, hein, mais notamment dans l'éducation des jeunes. Et les livres scolaires, dans de nombreux domaines, c'est vrai, parfois relèvent de l'idéologie et diffusent des informations fausses ou à tout le moins incomplètes, hein. Ainsi, par exemple, la plupart des manuels ou des supports à destination des jeunes prétendent les informer sur la contraception et l'information qui est donnée est tronquée. Par exemple, on constate une promotion de la contraception, notamment de la pilule, sans que jamais les effets secondaires négatifs, potentiellement dangereux de la pilule ne soient même évoqués. Donc c'est un manque d'information objectif. On présente la pilule du lendemain aux jeunes filles comme un moyen de contraception comme les autres, sans les alerter sur le fait, sans les informer même tout simplement sur le fait que cette pilule du lendemain a un effet potentiellement abortif si une fécondation a déjà eu lieu. Elles ne le savent même pas. Alors, en plus de ça, sous couvert d'une information, ce qui est présenté aux jeunes dans le cadre de ces campagnes, c'est en réalité une incitation à la consommation sexuelle, le seul critère étant celui du consentement, hein. C'est-à-dire, tout ce qu'on enseigne, c'est il ne faut pas forcer et il faut soi-même être consentant. Bon, c'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est suffisant, hein? Ce n'est pas neutre, parce que si la multiplication des aventures sexuelles pouvait rendre quelqu'un heureux, même consenti, ça se saurait. Voilà, donc il appartient aux parents de regarder ce qu'il y a dans les manuels étudiés par leurs enfants, de parler avec leurs enfants, ça c'est essentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que les parents eh bien, n'hésitent pas à se manifester. Alors se manifester déjà pour encourager, hein, pour remercier lorsqu'il y a des initiatives éducatives belles et qui vont dans le bon sens de l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Mais aussi, et ça c'est beaucoup moins agréable, protester, hein, si besoin. C'est-à-dire que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et ceci est reconnu même par le droit, hein. La Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU le dit, la responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents. Donc voilà, donc les parents, les grands-parents que nous sommes ne peuvent pas juste se contenter de déplorer que l'État s'immisce dans la sphère familiale. Il faut aussi réagir et ne pas laisser l'État s'approprier l'éducation des enfants, surtout si c'est dans un sens qui ne leur convient pas. Alors, il y a des démarches qui sont opportunes, hein, et puis, dans notre société, il y a, comment dire, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'élan positifs, mais qui malheureusement sont parfois ensuite contrebalancés par des contradictions, et nous pouvons prendre appui sur le positif pour dénoncer les contradictions et essayer d'y remédier. J'en ai un exemple, le projet du gouvernement des 1000 jours, hein, les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, plus ou moins jusqu'à ses 2 ans, donc qui remonte à la conception en réalité. C'est très positif déjà de valoriser, hein, les premiers jours de l'existence de l'enfant, y compris pendant la grossesse. Et une commission a rendu ses recommandations dans le cadre de ce projet 1000 jours. Et la première mesure de mise en œuvre de ces recommandations, c'est le doublement du congé de paternité, qui passe à 28 jours. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il est important pour les enfants d'avoir non seulement leur mère, mais leur père à leur côté, dès la petite enfance, dès le moment de la naissance, et pendant 28 jours au moins. Bon, ben, c'est fantastique, hein, c'est une mesure qui est extrêmement positive. Et comment expliquer que dans le même temps, le projet de loi de bioéthique dont on a parlé envisage la conception légale d'enfants qui, eux, seront interdits de père par la loi? C'est-à-dire que l'enfant qui sera né d'une PMA pour une femme seule, eh bien, il sera bien content de savoir que les autres enfants ont un papa qui a un congé de paternité 28 jours. Parce que lui, la loi lui dira qu'il n'en a pas du tout de papa, hein. Donc c'est vrai que cet exemple incarne vraiment les contradictions dans lesquelles notre société est empêtrée. Mais ces contradictions nous montrent qu'il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi des choses positives sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de les faire mieux rayonner. Donc, Aude, on arrive à une autre question que nous avons reçue, je la lis. Même si ce n'est pas directement l'objet de cette conférence, je voudrais, dit notre correspondant, vous poser la question suivante. Il y a une manifestation proposée le 10 octobre prochain dans 50 villes de France pour continuer à dénoncer le projet de loi bioéthique en discussion à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
pourquoi aller manifester si finalement tout a l'air joué? Bah, tout simplement parce que déjà, tout n'est pas joué. Que je sache, le projet de loi bioéthique n'est pas encore adopté. Il a été adopté en seconde lecture à l'Assemblée nationale le 31 juillet, mais il va maintenant revenir au Sénat. Hein, nous avons des sénateurs fraîchement élus, c'est tout à fait le moment d'aller dans la rue dire que nous ne voulons pas de ce texte. Il y a des manifestations dans près de 60 villes, parce qu'en raison des contraintes sanitaires, on ne peut pas organiser des grands rassemblements. Donc du coup, la manifestation se trouve démultipliée. Donc finalement, c'est une chance, hein, c'est-à-dire qu'on a tous une manifestation près de chez soi. Il suffit d'aller sur le site internet Marchons Enfants au pluriel pour voir dans sa ville quel est le lieu et l'horaire de la manifestation. Alors ceux qui ne peuvent pas aller manifester, c'est pas grave, hein, tout le monde peut s'exprimer, nous avons tous cette responsabilité-là en tant que citoyens, la loi nous engage tous d'une certaine manière, donc nous pouvons tous écrire à nos sénateurs fraîchement élus. C'est pas la peine d'écrire 50 lignes, hein, 2 suffiront largement. Ce qui compte, c'est le nombre de mails qu'ils reçoivent. Nous pouvons aussi contribuer à ce que les manifestations organisées par tous soient un succès en donnant les moyens aux associations qui s'investissent d'agir, tout simplement en faisant des dons. Hein, c'est une façon très concrète d'être utile. On peut relayer l'information. Moi, je ne peux pas aller manifester parce que tel jour, je ne sais pas, je suis à l'étranger. Et bien, au moins, je relaye le mail à 10 personnes qui elles-mêmes vont y aller. Voilà, donc il y a concrètement, ça vaut la peine de se mobiliser, ça vaut la peine de s'exprimer pour dire stop à ce projet de loi. Et puis en plus, on l'a dit là, ce soir, on l'a dit de nombreuses fois, la loi, c'est qu'un aspect de la question. Notre but ultime, c'est quoi? C'est que les enfants ne soient pas conçus dans des éprouvettes, à partir de gamètes achetées ici ou là, hein, ne soient pas sélectionnés in vitro avec des tris toujours plus sophistiqués, ne soient pas privés de leur lignée paternelle par le Code civil, hein, puis plus tard ne soient pas privés de leur lignée maternelle après la GPA, la gestation pour autrui. Donc c'est ça notre objectif. Alors parfois j'entends la loi va passer de toute façon. Déjà ça c'est pas vrai, hein. La loi elle passera si les Français la laissent passer. Bon mais imaginons qu'elle passe, et alors? Et alors? Ça n'est pas fini. Nous sommes là pour informer, pour éduquer, pour accompagner ces désirs d'enfant, ces souffrances qu'ils suscitent, pour aider nos amis, nos enfants, nous-mêmes, hein, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir renoncer parfois à des choix égoïstes, hein, qui privilégient l'envie, le désir de l'adulte sur le bien de l'enfant, et ça n'est pas facile. Donc tout ce travail-là d'aide au discernement de tous, à commencer par nous, eh bien c'est à ça que nous contribuons quand nous allons aussi manifester par exemple. Voici la question suivante. Justement, que faire? Vous dites que la loi s'acharne contre la famille, et pourtant la moindre mesure positive en faveur de la famille durable pourrait avoir des effets très bénéfiques. Mais quand on n'est pas législateur comme nous, comme simples citoyens, que peut-on faire? Alors déjà, en tant que simples citoyens, nous sommes électeurs, hein, et donc nous pouvons écrire au législateur, qui lui va faire les lois. Donc nous pouvons écrire, réécrire, écrire encore à nos députés, à nos sénateurs, pour leur suggérer des mesures de bon sens, hein, pour soutenir la famille. Revaloriser les allocations familiales, prendre en compte au titre de la vie professionnelle le temps de travail réalisé à la maison, notamment par les mères de famille, ou le temps passé pour s'occuper d'un parent dépendant, hein, l'accès aux différents services pour les familles, donc en étendant le champ finalement des cartes familles nombreuses. Aussi la mise en place d'un plan de lutte contre l'infertilité, parce qu'aujourd'hui la loi promeut la PMA, mais c'est au détriment de la lutte contre l'infertilité, hein, donc on pourrait aussi promouvoir la fécondité, hein, tout simplement. On peut demander à nos parlementaires une lutte effective contre l'offensive pornographique, notamment sur Internet. Il y a des lois, elles pourraient être renforcées, adaptées, appliquées, déjà pour commencer. Bon, et puis comme on l'a déjà dit plusieurs fois ce soir, il n'y a pas que le droit dans la vie. Donc tout n'est pas dans les mains de notre législateur. Nous avons aussi tous notre responsabilité propre et personnelle. Donc à chacun de travailler dans son coin, dans sa vie, à promouvoir la famille. Donc comment? Il y a des milliers de façons. Mais déjà dans notre discours, hein, en valorisant le mariage, notre propre mariage, celui des autres, en retrouvant une vision positive du mariage. Que si on relève tout le temps les contraintes, en effet, et jamais la beauté, ça ne donnera pas envie à grand monde, y compris, enfin surtout aux jeunes. Dire que si le père ou la mère passe son temps à critiquer son conjoint,
c'est sûr que ça va imprégner, hein, les enfants. Si on passe son temps à critiquer sa belle-famille, sa belle-mère, son beau-père, sa belle-fille, c'est pareil. Voilà. Donc chacun peut se demander, est-ce que ma famille est une préoccupation pour moi? Est-ce que j'en prends soin de la famille élargie? C'est-à-dire que parfois on a peut-être un peu tendance à voir bon, son conjoint, ses enfants, mais quid des grands-parents? Quid de la cousine célibataire? Quid du vieil oncle dépressif? Tout cela aussi, c'est notre famille. Et comment est-ce que nous en prenons soin? C'est-à-dire que la loi n'aurait peut-être pas besoin de proposer des mesures un petit peu de désespoir si les gens étaient mieux entourés dans les familles, si il y avait moins de solitude. Voilà, donc ça c'est notre partie à nous, hein, ça c'est notre job. Alors quelle aide concrète nous proposons aux familles qui nous entourent? Je vais juste donner un petit exemple pratique. Il y a quelques jours, je discutais avec une amie qui me parlait de la conduite de danse qu'elle faisait pour sa fille. Et donc, elle prenait la copine qui habitait dans 2 rues à côté. Donc, moi, je comprenais qu'elle faisait la conduite aller et puis que la mère de la copine faisait la conduite retour. Elle me dit non, non, en fait, je fais les 2 conduites. J'ai dit ah bon, bah, t'es sympa. Elle me dit bah oui, écoute, la maman, là, elle a 3 petits-enfants, elle est débordée. Et moi, quand j'avais des petits, j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un me fasse une conduite, la conduite du judo des grands, par exemple. Et là, c'est pour ça que maintenant que je n'ai plus que ma petite dernière là, eh ben, c'est ma façon d'aider. Je fais la conduite de danse et je fais les 2 conduites. Donc la maman là qui est débordée avec tous ses petits, eh ben, elle n'en fait aucune. Eh ben, ça, je veux dire, elle n'a pas besoin d'être députée celle-là, hein. Elle a fait pour la famille quelque chose de déjà exemplaire, essentiel et très concret et très pratique. Voilà, alors après ça, on peut aussi s'investir dans des associations. Euh, euh, et puis le plus important peut-être, réfléchir à quelles sont les valeurs, hein, que nous avons le souci de transmettre à nos enfants. Est-ce qu'on les éduque dans la culture du don de soi, du sacrifice parfois, du sens de l'effort, ou dans la perspective de la satisfaction immédiate, du moindre effort, du chacun pour soi, hein. Sachant que la première éducation, c'est l'exemple. Je crois qu'on peut tous faire un petit examen. Donc vous voyez, il y a de multiples choses à faire. On n'a pas besoin d'être député, sénateur, ni quoi que ce soit. Alors si cette petite conférence vous a aidé à redécouvrir la valeur de votre mariage, de votre famille, la beauté de la filiation, sa signification profonde, eh bien, vous pouvez par exemple partager cette vidéo, tout simplement. Peut-être inviter 2, 3 personnes à venir dîner chez vous et puis la visionner ensemble. Voilà. Et là, on aura vraiment fait avancer la cause, si je puis dire. Donc le panorama est immense, je m'arrête là, hein. On ne peut pas tout faire, ça c'est sûr, mais à chacun de trouver quelque chose. Il est temps de conclure, Aude Mirkovic. En tout cas, grand merci pour nous avoir ouvert des horizons, aussi pour avoir partagé votre enthousiasme et nous amener à être peut-être plus conscients d'un certain nombre de réalités, et puis peut-être plus désireux, peut-être avec des pistes pour mieux réussir notre propre famille ou aider d'autres à les réussir, et puis aussi peut-être à prendre notre place comme citoyen. En tout cas, franchement, merci. Il est vrai que ce débat mériterait, parce que là il est l'heure d'arrêter, il mériterait vraiment d'être prolongé. Alors, merci aussi aux techniciens du son et de l'image qui ont rendu possible cette vidéo qui, dans peu de jours, très peu de jours, va être disponible sur le site neuffonds.fr et sur le YouTube de Radio Espérance. Et on espère franchement, comme le disait Aude, eh bien, qu'elle fera beaucoup de bien. Alors, la question maintenant, c'est comment poursuivre ce débat? 2 suggestions. Revenir sur ce qu'Aude Mirkovic nous suggérait tout à l'heure. Cette vidéo est un beau matériau qui peut être vu au sein d'une famille, d'un couple, mais également dans le cadre d'une soirée organisée avec des amis, dans un mode vidéo et puis échange. Ça peut tenir sur 2 heures. En plus, dans l'échange, il peut y avoir un verre de vin. Et puis, la deuxième suggestion, c'est que si vous avez des commentaires à nous donner, surtout faites-le et on n'hésitera pas à les partager avec Aude Mirkovic. Et dans tous les cas, allez sur le site neuffonds.fr pour la suite. Alors, maintenant, nous nous adressons spécialement aux Clermontois. Nous vous donnons rendez-vous dès que l'environnement le permettra pour la suite du cycle de conférences, la 5e conférence débat, et qui, elle, portera sur un autre sujet, mais qui imprègne aussi pas mal nos vies, au moins dans ses conséquences, c'est la mondialisation. Est-ce une fatalité ou est-ce une chance à saisir et à réguler? Alors, notre invité sera Laurent Bataille qui animera cette conférence débat. Laurent Bataille est un entrepreneur, c'est le président de Poquelin Hydraulics, c'est également le président de l'INIAPAC Europe, et il est également engagé
dans le développement de l'industrie en France dans le cadre d'organisations professionnelles. Nous aurons alors la joie de nous retrouver, on l'espère, dans un mode qui nous convient bien. Ça veut dire, avec ces petits 3 mi-temps, le débat, ce qu'on aurait aimé vivre avec Aude Mirkovic si elle était venue à Clermont aujourd'hui, la conférence, le débat, et puis la troisième mi-temps qui est l'échange autour d'un verre. Alors nous vous donnerons des nouvelles sur le site neuffonds.fr. Encore vraiment grand merci Aude Mirkovic. Merci à vous et merci à Radio Espérance.